Bien, on parle maintenant de inondation. Comme vous le savez, depuis un moment déjà, l'Égypte travaille en interne avec des bureaux d'études sur la problématique inondation. Problématique effectivement qui est entrée au cœur des sujets, un jeu dans l'actualité effectivement, et pour lequel on a décidé d'ouvrir un petit pan de notre programme de recherche pour pouvoir travailler de façon plus fine. À Jean-Philippe donc de nous parler un peu de l'état de l'art concernant cette thématique. Je lui laisse la parole. Merci Manuel. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les études que l'on a pu mener au Gypsé-Naval et donc notre état de connaissance actuel sur le risque inondation et ses potentielles évolutions avec le changement climatique. J'ai indiqué ici beaucoup de structures via les logos. Ce sont des partenaires soit financiers, soit techniques, soit scientifiques avec lesquels on travaille ou on va travailler. Ok. Juste un petit rappel pour tout le monde, pour que les choses soient claires. L'estuaire de la Seine, comme tous les estuaires, est un territoire qui est très soumis au risque inondation ou submersion. J'aime employer les deux termes pour vraiment associer la communauté fluviale et la communauté marine. L'estuaire, il est soumis à ce risque parce qu'il peut être induit par trois facteurs qui peuvent être concomitants, qui peuvent s'ajouter. Il y a le débit de la Seine, le débit des affluents, également les remontées de nappe. Il y a les conditions marines, la marée et les surcotes générées dans la baie de Seine et également des surcotes à plus larges échelles, des surcotes qui peuvent toucher tout le système Manche-Mer du Nord. Et également les conditions atmosphériques, comme on a pu l'observer ces derniers mois, avec des vents d'ouest qui sont dominants dans la région et qui peuvent pousser la masse d'eau vers l'est, générer des inondations vers l'estuaire en empêchant l'écoulement des eaux vers l'aval. Donc, au Gypsé-Naval, on travaille avec de nombreux partenaires sur cette question, et ce, depuis un certain temps, avec une première phase d'étude entre 2013 et 2015, et une deuxième phase d'étude qui s'est terminée l'année dernière. Il y a un objectif fort dans ces études, c'est de fédérer les acteurs, scientifiques et gestionnaires, autour de la caractérisation et de la compréhension des inondations. Ce travail, il est mené via deux axes, l'analyse des événements historiques observés et la modélisation de scénarios prospectifs pour étudier les évolutions potentielles de ce risque. Concernant l'analyse des événements historiques, on dispose d'une base de données assez conséquente sur les événements qui ont pu toucher l'estuaire. J'ai représenté en vert ici les événements à dominante fluviale, donc induits par des conditions de débit de la Seine très importantes et qui provoquent des niveaux importants à l'amont de l'estuaire plus qu'à l'aval. Ensuite, on a les événements maritimes pour lesquels les conditions forçantes dominantes sont les conditions marines. Et enfin, on a de nombreux événements qui sont liés à la concomitance de forçages potentiellement modérés, mais des deux côtés, les scénarios fluvio-maritimes. Je vais vous reparler pendant la présentation des deux événements récents, ceux de février 2020 et mars 2020. Que vous voyez, ce sont des événements fluvio-maritimes qui présentent des lignes d'eau assez différentes dans l'estuaire, mais des lignes d'eau quand même qui sont relativement importantes par rapport aux observations historiques, en particulier sur le secteur Côte-Bec jusqu'à Rouen. Pour chacun des marégraphes de l'estuaire, on a réalisé une caractérisation statistique des niveaux et le calcul des périodes de retour sur la base des données de hauteur d'eau disponibles. Vous avez ici le résultat des périodes de retour sur le site de Tancarville, avec la certitude qui figure également. Ce que l'on peut voir, c'est qu'on a des niveaux qui sont plus ou moins fréquents. Et par exemple, un niveau de période de retour 10 ans est associé à une cote comprise entre 9 mètres et 9 mètres 50. Ce travail, on l'a réalisé sur l'ensemble des marégraphes de l'estuaire. Et donc, on a les niveaux de période de retour 1 an, si ça veut bien passer. On peut tracer donc sur l'estuaire une ligne d'eau qui correspond au niveau de période de retour 1 an. Donc ça, c'est la ligne d'eau qui, statistiquement, on a une chance par an de l'observer. Potentiellement pas forcément de risque d'inondation à ce niveau. 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et là, on commence à arriver sur des niveaux importants avec des risques d'inondation et potentiellement la mise en danger de certains enjeux du territoire.
les événements de mars et février 2020, on peut les replacer et ainsi voir leur période de retour selon les différents secteurs de l'estuaire. Ici, j'ai choisi de faire un petit zoom sur la tempête Chiara, à pas confondre avec Charan de cette année. Tempête qui est assez particulière parce qu'on a observé des niveaux de période de retour 20 à 50 ans au niveau du clair, ici, avec des niveaux de 5 ans et de 2 à 5 ans à l'amont et à l'aval. La particularité de cet événement, au-delà des niveaux maximums observés et leur période de retour relativement importante, c'est qu'on a observé une tenue du plein, donc un étal de pleine mer très long et 1 heure de plus que la médiane des étals de pleine mer sur cet événement. Donc ici, je vais vous présenter un petit peu les points qui sont clés à l'heure actuelle et qui vont constituer le futur appel à projet. À l'heure actuelle, toutes les périodes de retour que je vous ai présentées, elles sont basées sur les maximums observés. On n'a pas, dans nos études précédentes, on n'intègre pas de notion de durée d'atteinte de ces maximums. Et il est évident que plus ces maximums sont longs, plus l'aléa est important et plus on risque de toucher des enjeux du territoire. Donc une des premières questions, c'est quelle est la probabilité d'occurrence de l'atteinte de ces niveaux pendant cette durée. On rajoute un élément à la question que l'on se posait avant. Tous les événements ne sont pas singuliers, mais ceux de l'année 2020 le sont quand même les deux. Celui de mars 2020, le suivant, on a observé toujours une période de retour 20 ans à Duclair, des niveaux inférieurs à Rouen, à l'amont et à l'aval. Cet événement, on l'associe à une période de retour 20 ans en termes de niveau à Duclair. Maintenant, si on regarde les forçages qui conditionnent les inondations dans l'estuaire, on voit qu'on a un débit qui est de 1600 m3 par seconde, toujours basé sur le maximum, de période de retour 2 ans. On est sur une très forte Vivo, 117, mais bon, c'est la marée, forcément pas grand-chose d'extraordinaire. On a une surcote en baie qui est de 50 cm, c'est classique, annuel. On a un vent, 40 km/h de sud-ouest, pareil, standard. Mais finalement, ce qui s'est passé pendant cet événement, au-delà des niveaux importants à Duclair, c'est qu'on a eu des débordements de l'eau sur les quais en bas du bâtiment pendant 11 marées consécutives. Cet événement est assez singulier pour cela. Et à l'heure actuelle, finalement, on ne dispose pas de la connaissance entre le lien entre la temporalité, la variabilité de ces différents forçages que je vous ai évoqués uniquement par leur maximum et les conséquences qu'ils peuvent avoir sur l'aléa en tant que tel. Les niveaux que je vous ai présentés le long de l'estuaire, de l'aval vers l'amont, avec les différentes couleurs associées à leur période de retour, on peut les projeter sur les relevés topographiques LIDAR dont dispose le GIPSEN Naval et caractériser finalement l'exposition du lit majeur aux inondations. Donc ce qui est représenté ici, ce sont des projections hydrostatiques des niveaux et des zones qui sont connectées à la Seine pour des niveaux de Seine de période de retour T1 à T1000. Bon, le T1000, vous voyez que c'est le rouge très foncé, ça ne concerne pas beaucoup d'endroits. Par contre, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que des niveaux inondables, enfin situés sous les côtes annuelles, il y en a beaucoup de surface dans l'estuaire. Je pense que Manuel y reviendra tout à l'heure. Voilà, donc on peut avoir ici une première caractérisation de l'aléa par cet aspect. Mais finalement, ces niveaux ici, que sait-on de leur évolution en contexte de changement climatique? On sait que le niveau marin va monter. Est-ce qu'on peut translater directement ces niveaux via l'élévation du niveau marin? La réponse est a priori non, hein, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc une des questions que l'on se pose, c'est comment le changement climatique va affecter les niveaux et leur association à des différentes périodes de retour. Deuxième axe sur la modélisation. Donc on a en 2013 développé un premier modèle, en 2019 un second modèle avec le nouveau modèle, l'objectif de cartographier les dynamiques dans le lit majeur sur la base des connaissances disponibles. Ce modèle intègre l'ensemble des paramètres qui caractérisent les inondations, avec pour objectif d'extrapoler les observations et de caractériser les interactions entre les forçages, l'exposition au risque du lit majeur, le rôle des ouvrages de protection, les effets du changement climatique et potentiellement les effets des zones d'expansion des crues. Un point important, ce modèle il a été développé de manière à être remobilisable pour d'autres études, remobilisable pour des études opérationnelles, mais également dans le cadre d'autres projets de recherche.
quelques caractéristiques sur la construction de ce modèle. Donc il repose sur le relevé topographique LIDAR réalisé en 2010. Il est prévu qu'il soit mis à jour dans le cadre de l'élaboration du PPRI par Artelia pour le compte de la DDTM. Nous disposerons également de ces aménagements, mais les résultats que je vais vous présenter se basent sur le LIDAR de 2010, avec un inventaire des ouvrages qui a été mis à jour en 2019 et une rugosité dans le limageur pour freiner les écoulements, l'emprise des inondations, calqué sur la nature de l'utilisation des sols sur la base du Core Inland Cover. En ce qui concerne le maillage, on a recours à des sous-modèles et on a un maillage qui est relativement fin avec 680 000 nœuds au total, avec un maillage très fin. Aujourd'hui, pour information, on est ici, donc vous voyez, on a ici la liaison entre le sous-modèle de l'estuaire et le sous-modèle ici qui gère l'inondation dans le limageur. Le quai qui est plat est considéré comme une frontière par laquelle on calcule des débitances pour permettre la connexion entre des mailles de résolution différentes. Par ailleurs, juste un petit point de détail, on utilise la méthode de Lindner pour prendre en compte la présence de bâtis dans ces zones. Donc c'est une augmentation de la rugosité en fonction de la densité du bâti. En ce qui concerne les conditions à limite, le modèle il est forcé donc, par les débits journaliers des principaux affluents, donc l'Eure et la Risle, mais également la Seine. Il prend en condition les conditions marines sur la base du modèle TPXO pour la marée, les surcotes extraites de la base de données marque de l'Ifremer et les conditions atmosphériques issues de RA5. En ce qui concerne le calage de la validation, il a été calé sur 6 événements, des événements fluviaux, des événements fluvio-maritimes, et sur la base des 18 marégraphes. Donc vous avez ici une comparaison entre les mesures sur les marégraphes du Aropa Port de Rouen avec les points et la Lindo modélisée par le modèle. J'ai un doute sur l'événement que je vous ai représenté ici. Et également une comparaison sur la base du peu de données disponibles sur les emprises dans le limageur. Donc via la photo-interprétation de clichés faits par drone et également donc la comparaison en bleu, ce que présente le modèle. Ceci est assez délicat parce que de la photographie ne permet pas forcément de voir l'eau partout avec la même méthode, d'autant plus qu'il y a une notion de temporalité et de phasage qu'il est assez délicat d'intégrer. Également ici un calage en hauteur d'eau à plus haute fréquence. Ce modèle il présente des limites, comme tous les modèles, il a des limites qui sont assez fortes, mais il a été développé pour simuler la dynamique des submersions induites par les débits de Seine importants et des conditions marines et atmosphériques intenses à l'échelle de l'estuaire de la Seine. Donc il y a tout un certain nombre de processus qui ne sont pas pris en compte, en particulier les interactions avec la nappe. Les fonds sont considérés comme constants, je vais y revenir par la suite pour les simulations avec effet du changement climatique. Néanmoins, à l'heure actuelle, on considère que les incertitudes sur les hauteurs d'eau simulées sont de l'ordre de 10 cm. Il faut remettre ces 10 cm sur les hauteurs d'eau simulées. Il faut les remettre dans le contexte de l'incertitude que l'on a également sur la topographie à l'échelle du limageur de l'estuaire de la Seine, qui elle est de l'ordre de 6 cm. Globalement, on pourrait essayer de faire mieux, mais ce ne serait pas forcément utile. J'ai d'ailleurs voulu illustrer ceci par l'illustration des incertitudes sur les modélisations des températures dans les observations du GIEC sur les projections, et on voit que l'ensemble des modèles donnent des choses différentes, c'est assez logique. Donc le modèle il a été utilisé pour simuler deux types de scénarios, des scénarios réalistes. Donc on a rejoué des conditions de forçage qui ont déjà été observées, la crue de 1910, la tempête de 99, avec et sans prise en compte de l'élévation du niveau marin. Ici, une animation du coup de la tempête de 99 avec prise en compte d'une élévation du niveau marin de 1 mètre sur la partie aval de l'embouchure. Certains ont déjà vu cette animation. Vous allez voir qu'une grande partie de l'estuaire va se faire inonder le jour de Noël, le 25 décembre 1999. Il faut bien voir ici qu'il y a 1 mètre d'élévation du niveau marin, donc forcément ça va inonder fortement. C'est pas la bonne présentation qui est sur le... Je sais que les diapos suivantes, elles sont pas bonnes. Donc voilà, au-delà de l'animation, si on compare les résultats cartographiques, on voit que la tempête de 99 a inondé les terrains bas que je vous ai présentés tout à l'heure via la comparaison LIDAR, hauteur d'eau et période de retour 1 an.
mais finalement, il n'y a pas eu beaucoup de terrains en jeu qui ont été inondés sur la partie aval de l'estuaire, alors qu'avec 1 mètre d'élévation du niveau marin, on a un accroissement de l'aléa majeur, avec une inondation de secteurs à enjeu, et en particulier le zoom que j'ai fait ici sur la raffinerie de Port-Jérôme. Donc avec une élévation du niveau marin de plus 1 mètre, on a plus 75% de surface inondée sur un événement majeur comme celui de la tempête de 99 qui avait déjà fait beaucoup de dégâts et marqué les esprits. Maintenant, ces résultats présentent une incertitude forte. Je simule l'hydrodynamisme de l'estuaire avec plus 1 mètre d'élévation du niveau marin, mais sur une bathymétrie qui est à l'équilibre avec le niveau marin actuel. Donc il est évident que la montée progressive du niveau marin va induire des évolutions de la bathymétrie de l'estuaire qu'il est nécessaire de prendre en compte pour pondérer un petit peu les résultats que je vous ai présentés. Est-ce que les réajustements morphologiques de l'estuaire vont affecter ou pas, et dans quelle mesure, l'accroissement de l'aléa dans l'estuaire induit par le changement climatique. Ici, en lien avec la présentation de Romain tout à l'heure, les projections d'évolution bathymétrique sur lesquelles on a pu travailler ensemble sur la base des observations historiques et que l'on a projetées donc ici à l'horizon 2100. Je pourrais le détailler plus en avant si nécessaire. Également, nous avons simulé des scénarios théoriques. Ici, c'était avec un objectif assez réglementaire pour les parties prenantes dans le suivi de l'étude. Donc, l'objectif était de simuler sur 4 marégraphes clés, les marégraphes représentatifs du secteur fluvial, fluvio-maritime amont, fluvio-maritime aval et maritime, des niveaux de période de retour T30 et T100. T30, une chance sur 30 tous les ans d'être observé, T100, une chance sur 100 d'être observé tous les ans. Ici, je vous ai replacé à droite, je ne vais pas les détailler à l'oral, mais la cote des premiers débordements sur ces secteurs et des premiers enjeux significatifs touchés. Je vais vous présenter en particulier les résultats pour les scénarios T30 qui ont été simulés avec et sans prise en compte des murettes anti-inondation qui sont présents le long de l'estuaire. Pour simuler ces scénarios, on a dû ajuster les forçages pour obtenir des niveaux d'eau correspondants, des forçages qui permettent de visualiser les hauteurs d'eau de T30 et T100 sur ces secteurs. Il est important de voir que dans ce cas, T30 en particulier, on a un débit qui n'est pas si élevé que ça de la Seine. On a un débit, pour obtenir un T100 à Duclair, un débit de 2200 m3 par seconde, ce qui n'est pas finalement très élevé. Je vous ai pas mis la période de retour, mais c'est de l'ordre de 5 ans. Et donc, ça veut dire qu'on peut observer à l'heure actuelle le niveau T100, même sans élévation du niveau marin. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant l'étude, on avait un doute sur la robustesse des analyses statistiques, et en particulier leur projection, la projection des observations réalisées sur 30 ans pour définir un niveau de période de retour T100, et on doutait du réalisme des niveaux T100. On pensait que ces niveaux pouvaient être largement inférieurs, parce que la statistique aurait été faible. Et en fait, le modèle montre que l'on peut observer des niveaux T100 avec des conditions réalistes et plausibles de forçage. Revenons-en au scénario T30. T30 avec et sans murets. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que les murets protègent bien contre les inondations. En bleu foncé, vous avez les simulations sur ce secteur avec ouvrage. Et en bleu cyan, les zones inondées sans ouvrage. Plus de zones inondées sans ouvrage, assez naturel. Maintenant, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que sans ouvrage, on a un abaissement de la ligne d'eau qui est assez conséquent de l'aval vers l'amont de l'estuaire, et que finalement, pour une augmentation des surfaces inondées qui reste assez contenue, sur cette carte, a fortiori des secteurs à faible enjeu, 17% de surface inondée en plus, on diminue l'aléa de 23 cm à Rouen, ce qui est relativement majeur et ce qui permet d'épargner certains enjeux comme l'hôpital par exemple. Ceci nous amène à la conclusion que la création de zones d'expansion des eaux diminuerait l'aléa dans l'estuaire et qu'il faut réfléchir à leur création et quelles sont les caractéristiques, avec une faute d'orthographe, excusez-moi, qui seraient optimales pour des zones d'expansion des crues pour qu'elles soient efficaces à l'échelle de l'estuaire. Donc en résumé, sans surprise, l'estuaire il est exposé au risque inondation, submersion. Ce risque va forcément s'accroître avec le changement climatique. Comme l'a dit Manuel, le programme de recherche Sénaval va maintenant travailler sur cette problématique avec 2 appels à projets qui sont finalisés et qui vont être diffusés début 2024. Le premier vise à améliorer la caractérisation statistique des inondations. Nous l'avons défini en partenariat avec le service de prévision des crues.
A priori, c'est un projet qui visera à améliorer notre connaissance des relations entre les forçages et les niveaux d'eau à l'échelle inter-événement, la comparaison de plusieurs événements et leurs différences, mais également à l'échelle intra-événement pour intégrer la variabilité, cette notion de maximum que j'ai évoquée au début. Un deuxième volet qui concernera l'effet des évolutions bâti-topographiques, qu'elles concernent les évolutions du lit mineur via l'évolution du fonctionnement hydrosédimentaire de l'estuaire et l'évolution de la morphologie des fonds, ou via l'évolution du lit majeur, avec, je vois que j'ai aussi une faute ici, excusez-moi, avec la création de zones d'expansion des crues qui auraient donc ici pour but de limiter l'aléa. Donc l'objectif sera de mieux caractériser les métriques clés dans le dimensionnement des zones d'expansion des crues. Et également un axe qui est discuté avec la communauté et tous les logos que je vous ai présentés au début, sur l'acquisition de données pour caractériser l'emprise des zones inondables, parce qu'à l'heure actuelle, un des points faibles des modélisations, outre le fait de négliger certains paramètres que je vous ai évoqués, c'est le manque de données de calage sur les emprises inondables dans le lit majeur pour avoir une dynamique réaliste, simulée réaliste. Voilà cette diapo pour conclure sur un peu la complémentarité entre les deux approches que nous avons au GIP, observation et analyse et modélisation numérique. Ce qui est représenté ici, c'est une carte projection hydrostatique des niveaux de période 10 ans sur le LIDAR de 2010, avec en vert plus foncé, les niveaux de période de retour 10 ans plus 60 cm de manière linéaire, comme je vous ai dit qu'il ne fallait pas le faire. Merci. Merci Jean-Philippe. Quelques questions. On voit déjà les doigts se lever. Oui, Johan Copard, M2C Rouen. Merci pour ta présentation et j'avais une question sur... en fait, elle est assez simple, c'est pourquoi ne pas utiliser la prévision des débits de la Seine sur les futures décennies plutôt que de jouer sur des périodes de retour qui sont finalement calées sur l'historique des débits de la Seine, ou pas sur les prédictions qui vont changer. Donc les périodes de retour vont changer, en tout cas les niveaux en fait, à partir duquel tu vas définir ces périodes, les débits vont changer. En fait. Alors du coup, il y a un biais. Alors, je ne suis pas sûr qu'on se soit bien compris. À l'heure actuelle, on ne maîtrise pas la répercussion directe des évolutions des débits sur les niveaux d'eau dans l'estuaire. Et l'objectif, c'est vraiment d'étudier comment la variabilité des débits va impacter les niveaux dans l'estuaire. L'aléa, pour les gestionnaires, il est caractérisé pas via les débits dans l'estuaire de la Seine, mais via les niveaux observés. Et c'est pour ça que l'entrée de nos études, ce sont les niveaux et pas la variabilité des débits. Si la question concerne la construction des scénarios théoriques, en fait, si tu veux, il y a des modèles que tu peux faire, c'est que tu peux coupler des modèles à base physique distribués qui simulent débit et hauteur d'eau. Il y en a pas mal, en fait, qui traitent des systèmes fluviatiles. C'est ce qu'on a fait. Ouais. Et tu couples ça avec Télémac, par exemple. Tu vois, des choses comme ça. C'est ce que vous avez fait dans la part, oui, tout ce que je vous ai présenté, là, c'est du Télémac. Je suis pas sûr. Mais du coup, tu n'as pas la donnée d'entrée, si tu veux. Ce que je veux dire par là, c'est que ton signal climatique il va changer avec le temps. Ta variabilité de précipitation va changer. Oui. Et donc, tes débits vont changer avec le temps. Oui, on a fait le choix de comparer juste des conditions de débit similaires et sans élévation du niveau marin. Nos simulations pour... prospectives sur effet du changement climatique sont focus sur l'impact de l'élévation du niveau marin. On travaille pour l'instant à débit constant parce que les conclusions finalement sur l'évolution des débits dans le contexte de changement climatique, il y a des résultats que je connais. Maintenant, sur leurs statistiques et les périodes de retour, ça reste quand même, il n'y a pas encore de consensus sur l'évolution des pics de crue futurs. On sait qu'ils vont augmenter, mais on n'est pas encore capable d'associer une évolution de la période de retour du débit 2000 m3 à l'horizon 2050. Ça, on ne le sait pas encore. Il y a des travaux qui sont engagés par le Pyrène sur le sujet, mais ce n'est pas encore fini. Okay. On pourra en discuter, je ne suis pas sûr que ça bien compris. Je pense. Ouais, on aura l'occasion, j'imagine. Merci Jean-Philippe pour cette très bonne présentation. Merci aussi à Romain, cette présentation qui m'a beaucoup intéressé. Et on pourra en discuter au M2C Caen.
On voit bien que le maximum de risque, c'est la conjonction de 3 événements majeurs. Une forte tempête avec une surcote, un coefficient de marée élevé, donc une marée de Vivo, et une forte débit de la Seine. En 1954, en mer du Nord, il y a eu une tempête majeure qui a fait des dizaines de milliers de morts, notamment aux Pays-Bas et sur la côte est d'Angleterre. Et j'ai eu l'occasion de visiter avec Axel Romagna, notamment dans le cadre d'un projet européen qui s'appelait New Delta, le système Rameuse-Escaut. Et pour éviter ce phénomène de surcote, ils ont installé une barrière, qui a d'ailleurs été fait pour éviter, comme on appelle ça, l'Aqua Alta à Venise. Est-ce qu'il est envisageable ou est-ce que vous avez envisagé, parce que comme tu l'as dit hier, je crois, à Tancarville, la Seine, c'est un tuyau extrêmement étroit, de faire une barrière qui permettrait d'éviter cette submersion de milliers de kilomètres carrés en amont? Est-ce que c'est réaliste? C'est pas réaliste. Je pense que c'est un scénario qui mériterait d'être mis sur la table parce qu'on voit que les enjeux, non seulement sur le foncier, mais aussi sur, on voit bien dans le Nord-Pas-de-Calais aujourd'hui, en particulier dans le Pas-de-Calais, que c'est des enjeux aussi très importants sur la vie du quotidien des citoyens. Et c'est vraiment quelque chose d'important pour l'avenir de la partie aval de la Seine. Alors, je ne sais pas si on va lancer Aropa et le syndicat mixte dans un débat sur ce sujet. En tout cas, côté GIP, on réfléchit plus à des solutions fondées sur la nature pour étudier une potentielle diminution de l'aléa à long terme, avec la création de zones d'expansion des crues à vocation écologique et de diminution des risques pour l'instant. Ce type de scénario pourrait être envisagé par les décideurs, mais on est dans une logique via nos approches qui n'est pas forcément celle-ci pour l'instant. Voilà. Sachant que par rapport à ces systèmes, en particulier le MOSE qui protège Venise, il y a des pour et des contre, et il ne va pas forcément être aussi efficace que ce pourquoi il a été conçu à moyen terme. Avec le niveau qui monte, son efficacité est déjà remise en question. Florent Grasso de l'Ifremer. Merci Jean-Philippe. J'avais une question, tu en as un peu parlé là, Jean-Philippe, au niveau des périodes de retour. Je me demandais, est-ce qu'il y a vraiment du sens à les calculer des périodes de retour aussi longues, sachant que tu ne les as pas observées et on a l'air de... J'imagine que c'est estimé avec la tendance, c'est une extrapolation, et on a l'air de sortir de cette tendance assez rapidement, donc au tout début. Alors je pense que jusqu'à peut-être une cinquantaine d'années, peut-être il y a un petit peu du sens, mais est-ce que quand tu parles de période de retour de 1000 ans, c'est que c'est la courbe noire qui est utilisée? Et est-ce qu'il y a du sens d'utiliser une période de retour aussi longue alors qu'on ne l'a pas vue? Non, je suis tout à fait d'accord. Il y a des éléments que je n'ai pas détaillés. Dans la remise en question de ces calculs sur la définition des périodes de retour, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Pour l'instant, on a 30 ans de données. On considère que ces 30 ans sont représentatifs d'un système qui est dans un fonctionnement stationnaire, alors que finalement, déjà, sur ces 30 ans, il y a une évolution du système qui a été observée. Ça fait partie des éléments qui sont intégrés dans l'appel à projet pour améliorer les projections. Maintenant, les gestionnaires ici présents ont des impératifs et ont besoin d'avoir des périodes de retour qui dépassent finalement l'intervalle de confiance. Est-ce que ce n'est pas aussi notre rôle de dire qu'on n'est pas capable de fournir une information pertinente sur ces échelles-là? On le dit, hein, c'est pour ça d'ailleurs que sur mon graphique, comparativement à ce qu'on peut trouver dans certains documents autres, on va dire, on a ici un intervalle déjà de 50 cm à 100 ans, qui est l'incertitude uniquement basée sur l'interpolation statistique. Et donc ça n'intègre pas tout ce que je viens d'évoquer. Mais en tout cas, si dans les rapports, on insiste bien sur le fait qu'au-delà de la période de mesure, on est dans de l'extrapolation qui présente des incertitudes liées à toutes les évolutions hydromorpho-sédimentaires qu'on connaît
Une dernière question? Merci beaucoup Jean-Philippe pour cette belle présentation. On est dans des phases de comblement d'estuaires, de sédimentation, et au-delà même des actions qu'on pourrait prendre, notamment alors, soit dans le génie civil dur ou en essayant de travailler avec la nature, naturellement, avec la remontée du niveau de la mer et les phases de comblement, est-ce que ça va, en quoi ça pourrait éventuellement amener des élévations, des interfaces en fin de compte entre l'eau et la terre, et nous protéger un tout petit peu plus par ce process de sédimentation dans le cadre de la remontée du niveau marin. Merci. Merci Pascal pour la question. Il y a deux éléments sur lesquels je peux répondre. Il y a un peu comme ce qui est envisagé pour le futur projet. Il y a les évolutions de la bathymétrie qui, en fonction de ces évolutions, on va avoir une évolution de la propagation de l'énergie marine vers l'amont de l'estuaire. Ça, c'est un premier point. Selon les évolutions, selon les trajectoires d'évolution de la morphologie de l'embouchure, on va avoir une évolution de l'aléa. Maintenant, il y a la dynamique sédimentaire des zones riveraines, des zones intertidales en particulier, qui, dans certains cas, si la disponibilité sédimentaire le permet, si les conditions hydrodynamiques le permettent, on aura une sédimentation en berge qui accompagnera l'élévation du niveau marin et qui pourrait créer un cordon naturel qui protégerait le système. C'est dans des conditions qui sont très délicates et inconnues à l'heure actuelle, mais c'est quelque chose qui se trouve dans la bibliographie, qui serait possible en tout cas. Merci beaucoup. Moi j'en avais une petite, mais on évoquera avec Manuel sur le lien justement entre les risques d'inondation et la restauration écologique, mais on en reparlera tout à l'heure.